Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée à la crise énergétique sur le continent africain. Nous en parlons avec Monsieur Paul Amegankpo, directeur de l'Institut Tamberma pour la gouvernance. Monsieur Amegankpo, avec aujourd'hui le boom démographique, l'urbanisation galopante, comment envisager l'avenir énergétique sur le continent? L'avenir énergétique sur le continent pourrait être envisagé avec espoir dans la mesure où nous avons un certain nombre de pays africains, une dizaine en tout cas, qui ont atteint la plénitude de desserte en énergie, ce qui est salutaire. Ça voudrait dire que ces pays peuvent servir d'exemple à d'autres pays africains. Nous avons compris qu'il y a des engagements internationaux mais aussi africains, surtout au niveau des institutions financières pour combler le fossé financier qui sépare nos pays avec d'autres pays développés afin d'investir massivement en matière d'énergie. Mais ce qui est important également, c'est la capacité pour l'Afrique de créer des pôles technologiques en matière d'énergie. Il faudrait donc encourager la création de ces pôles. Nous savons que le Rwanda, par exemple, en est créé. C'est ce qui amène aujourd'hui le Rwanda à atteindre également la plénitude. Il y a déjà plus de 90% de desserte en énergie. Et nous connaissons l'histoire de ce pays. Ça voudrait dire que d'autres pays peuvent également réussir en créant des pôles technologiques, surtout en matière d'énergie renouvelable. Et pourquoi pas même en matière d'énergie nucléaire. Nous avons des ressources d'uranium sur le continent que le continent pourrait transformer et produire de l'énergie propre à bas coût et disponible à tout le continent. Et donc, il faut investir massivement sur la formation des ressources humaines. En Europe, par exemple, il y a environ 20 à 50 ingénieurs par 10 000 habitants. En Afrique, c'est à peu près 1 pour 10 000 habitants en termes d'ingénieurs. Et quand nous disons ingénieurs, ce n'est pas nécessairement des ingénieurs en matière d'énergie. Et donc, il faut faire en sorte qu'il y ait une vision claire pour nos continents en promouvant l'éducation, rendant accessible la formation dans les domaines qualifiants pour soutenir la production de l'énergie. Et donc, nous avons l'espoir que les 5 années à venir, jusqu'à l'horizon 2030, qu'il y aura une transformation profonde. Même si nous ne pourrons pas atteindre les 100% d'énergie à l'horizon 2030, on va amorcer une ligne décisive qui amènera le continent à la plénitude en termes d'énergie. Alors oui, l'abandon des énergies fossiles fait polémique et à chaque conférence sur le climat, c'est l'une des préoccupations. Est-ce que l'Afrique peut suivre le rythme de cette transition énergétique? Oui, je pense que pour la problématique des énergies fossiles, l'Afrique doit avoir le courage de dire au reste du monde que l'Afrique ne peut pas abandonner aujourd'hui les énergies fossiles. D'abord, l'Afrique regorge assez d'énergie fossile non exploitée actuellement. Le Sénégal, jusqu'à un passé récent, on ne savait pas que c'est un pays qui regorge suffisamment de gaz naturel et aussi du pétrole. Et ce pays est devenu, il y a un an, un pays producteur du pétrole. Donc, refuser au Sénégal, par exemple, d'exploiter son pétrole, son gaz naturel pour soutenir son développement et fournir de l'énergie pour ces entreprises et aussi engranger des ressources financières à travers ces énergies serait quelque chose d'inadmissible. Il faut juste trouver un équilibre parce qu'heureusement sur le continent, nous avons également une ceinture de forêts tropicales qui constitue également un capteur important pour le CO2 et qui pourrait contrebalancer l'émission de gaz à effet de serre que l'exploitation de l'énergie fossile pourrait engendrer. Et donc cet équilibre doit être dans les éléments de langage que portent nos diplomates et nos officiels qui défendent la position de l'Afrique par rapport à l'utilisation de l'énergie fossile.
Oui, est-ce que la dépendance excessive à l'égard des combustibles fossiles et les importations d'énergie n'expose-t-elle pas notre continent à une certaine vulnérabilité économique? Absolument, c'est une vulnérabilité économique et nous avons également des signaux assez forts actuellement. Dangote a créé la plus grande raffinerie sur le continent africain et réputé une grande raffinerie sur le plan mondial. Ça voudrait dire qu'on a pris également conscience qu'il faut transformer sur place nos ressources fossiles pour les rendre immédiatement disponibles, réduire les coûts et créer de valeur ajoutée autour de l'énergie, en fait, de l'industrie énergétique sur le continent. Et donc, cette dépendance constitue en effet un problème important et il faut réduire cette dépendance et pourquoi pas se rendre totalement indépendant vis-à-vis de l'approvisionnement, de la production et de la distribution de l'énergie, qu'elle soit fossile ou renouvelable. Alors, au milieu de ces défis, quelle opportunité considérable pour transformer le paysage énergétique du continent? La première opportunité, d'abord, est liée aux fossiles. Que le vocabulaire soit admis ou non. Que le continent regorge. Le continent regorge d'énergie fossile et l'énergie fossile aura encore de beaux jours devant elle. Il faudrait donc investir massivement dans la transformation de ces énergies fossiles sur place pour créer de la valeur ajoutée et maîtriser la chaîne technologique de production et de distribution de cette énergie. Nous avons également des énergies renouvelables en quantité, notamment l'énergie solaire. Le Maroc seul a investi pour la production d'à peu près 5 gigawatts d'énergie. C'est-à-dire que 5 gigawatts... Pour sa centrale solaire de Ouarzazate. Exactement. Et donc, ça voudrait dire que si le Maroc, qui est proche de la zone tempérée, donc méditerranéenne, avec de la neige à certains moments de l'année, arrive à produire 5 gigawatts d'énergie solaire, ça voudrait dire que la ceinture désertique au niveau du Sahel et d'autres pays africains peuvent le faire. Le Togo également est cité parmi les pays qui font des investissements admirables en matière d'énergie solaire. Et donc, il va falloir coordonner cela, s'approprier la technologie, partager la technologie au niveau endogène en Afrique pour faire en sorte qu'elle soit accessible à tout le monde afin que les investissements dans les énergies solaires, éoliennes et même de biomasse, parce que nous avons des forêts importantes qui regorgent de gaz naturel importantes que nous pourrons exploiter. Donc il va falloir amener l'Afrique à maîtriser la technologie. Moi je pense que l'Union africaine devrait faire en sorte qu'il y ait des pôles de formation, des pôles de renforcement de capacité en technologie pour former massivement des ingénieurs qui pourraient accompagner cet élan. Un seul pays ne peut pas le faire. Oui, justement, pourquoi a-t-on l'impression qu'aujourd'hui, le transfert de technologie ne va pas forcément avec ces dynamiques de promotion du renouvelable sur le continent? Oui, parce que malheureusement, les pays occidentaux, c'est un effet d'attraction. Les Occidentaux ont été précurseurs à la matière et tous les ingénieurs africains qui émergent sont obligés d'aller dans ces pays occidentaux pour se former et après la formation, les opportunités n'existent que là, même si les besoins se présentent sur le continent africain. S'ils arrivent aujourd'hui, ils n'auront pas de laboratoire, ils n'auront pas d'infrastructures industrielles pour pouvoir implémenter leurs connaissances. Et donc, il est important de créer une dynamique qui permette à la fois de former les gens sur place. En les formant, on investit dans les infrastructures qui permettent d'expérimenter et d'implémenter les connaissances sur place. Et donc, c'est seulement à ce prix-là que nous pourrons fixer les têtes grises africaines qui sont aujourd'hui disponibles en Occident, qu'on pourrait même inviter, attirer à venir sur le continent et à encourager les efforts d'investissement en matière d'énergie sur le continent. Alors, que peuvent donc espérer les populations en termes d'initiatives communautaires portées par exemple par des institutions comme la CEDEAO qui aujourd'hui se trouve au bord de l'éclatement en raison des bouleversements géopolitiques et géostratégiques, notamment au Sahel?
Oui, nous avons parlé du leadership, par exemple, de la BAD, de la Banque africaine pour le développement. Et je sais que la BAD communique et interagit beaucoup avec les pays de la CEDEAO. Je ne sais pas si la CEDEAO, en tant qu'institution, s'approprie cette initiative et joue son leadership sur ces problématiques. Mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de projets d'investissement. Donc, dans les pays ouest africains, il y a beaucoup de programmes d'interconnexion énergétique entre les pays africains et qui sont en même temps liés également à l'interconnexion des voies routières et de communication. Et donc, il faudrait que la CEDEAO considère cela comme un levier pour rehausser son image au sein de la communauté en soutenant un projet qui est viable, un projet qui est légitime et un projet qui serait salutaire pour les populations et fortement apprécié et qui pourrait encourager la cohésion des communautés parce que la CEDEAO, c'est d'abord et avant tout une communauté économique des États. Et l'énergie devrait soutenir l'économie de l'État, des États en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO doit s'offrir cette chance de saisir cette opportunité et agir pour que les investissements en matière d'énergie soient portés par la communauté, pour la communauté. Et dans cette dynamique, les partenariats publics-privés pourraient-ils jouer un rôle important? Oui, ces partenariats sont importants pour pouvoir accélérer le rythme parce que le savoir-faire existe déjà. Malheureusement, il n'existe pas suffisamment sur le continent. L'énergie rentre dans le domaine régalien de l'État, dans le domaine de souveraineté de nos États. Il est donc important pour nos pays de pouvoir entamer des réformes qui permettent d'ouvrir ce domaine-là aux investisseurs privés dans le cadre d'un partenariat public-privé. Ce qu'il faut craindre, c'est que la corruption et d'autres formes de détournement de fonds ou d'évasion fiscale ne viennent pas greffer de tels projets et créer des coûts supplémentaires qui seraient insupportables pour les populations. Il faudrait que ces partenariats publics-privés fassent objet d'une bonne gouvernance, une gouvernance ouverte, de redevabilité, de contrôle par la société civile, mais aussi par les institutions publiques, de sorte qu'il y ait de transparence pour que les investissements soient performants et aussi efficaces et durables. Vous pensez que la gouvernance énergétique en Afrique peut-elle être aussi gangrénée par la corruption? Absolument. Disons que beaucoup de signalements relatifs à la corruption portent sur le secteur de l'énergie. Même les pays qui ne produisent pas de l'énergie, par exemple fossile, comme le pétrole, et qui ne font qu'importer du pétrole, il y a eu plusieurs allégations de corruption massive autour de la gestion des ressources énergétiques et pétrolières. Et donc, il est important que ce secteur-là soit assaini, qu'il y ait plus de transparence, que ce secteur-là soit débarrassé de la corruption afin que les investissements soient performants, soient durables et profitent au grand nombre de populations. Monsieur Amegakpo, vous avez évoqué le potentiel solaire avéré dont dispose le continent, mais on a l'impression que il n'y a pas une véritable volonté de promouvoir ce secteur sur le continent. Comprenez-vous pourquoi? Disons que oui, pas de volonté. Je pense que la volonté est là. Malheureusement, cette volonté n'est pas suffisante. Pour produire l'énergie solaire et bénéficier amplement de cette énergie, il faut d'abord investir des ressources financières. Il faudrait que nos décideurs comprennent que dans nos lois de finances, il faut réserver une bonne partie des ressources publiques au financement du secteur de l'énergie solaire, de l'énergie durable. Il faudrait aussi former les ressources humaines. Il faudrait avoir des techniciens, pas seulement supérieurs, mais intermédiaires, et également des techniciens de terrain qui peuvent faire de maintenance, qui peuvent servir les foyers, être auprès des ménages pour à la fois sécuriser la consommation et également encourager la production de ces énergies solaires. Nous saluons beaucoup de pays africains. On a évoqué le Maroc, le Togo, le Burkina, le Sénégal qui investissent actuellement massivement dans ces énergies solaires. Il faudrait qu'il y ait un feedback
sur les expériences vécues pour savoir effectivement que si c'est prometteur, tirer des leçons et voir en dehors des ressources financières et des ressources humaines s'il y a également d'autres obstacles qu'il faudrait lever afin d'encourager plus d'investissements dans ce secteur et rendre l'énergie solaire accessible aux populations. Faut-il se concentrer sur les énergies renouvelables pour combler le gap? Je crois. Surtout que le monde entier s'oriente vers un soutien massif aux énergies renouvelables. Le continent africain manque beaucoup plus de ressources humaines et aussi de ressources, de ressources financières, mais aussi de ressources humaines. Et donc, aller dans le sens de l'énergie renouvelable permettra de capter tous les fonds dédiés aux énergies renouvelables, de lutte contre la déforestation et tous les autres fonds. Il y en a nombreux de fonds qui sont créés et qui doivent être renfloués en ressources financières afin de pouvoir disposer de l'argent, suffisamment d'argent pour financer les efforts d'investissement de l'Afrique dans les énergies renouvelables. Je suis sûr que si c'est dans les énergies fossiles, l'Afrique serait de parents pauvres pour bénéficier de soutien des autres pays du monde, surtout les puissances. Il va falloir donc être stratégique et investir beaucoup plus dans les énergies renouvelables qui sont susceptibles de bénéficier du soutien de la communauté internationale. Sous quel délai, Paul Amegakpo, pensez-vous que le continent africain puisse gagner le pari de sa souveraineté énergétique eu égard tous ces défis que vous venez d'évoquer sur ce plateau? Il est difficile de l'estimer si nous avons déjà à peu près 10 pays, donc disons 20-25% qui ont déjà atteint leur autosuffisance en matière énergétique. Ça voudrait dire qu'il reste à peu près 75%. Et les informations prédisent déjà que environ 20 à 23 pays atteignent déjà 80% de production. Ça veut dire que nous sommes à peu près 30 pays qui sont en avant en termes d'autosuffisance énergétique. Donc pour le reste, je pense que sur 5 ans, si les engagements sont fermes et que les investissements sont au rendez-vous et que la formation du capital humain est également au rendez-vous, à l'horizon 2030, on pourrait renverser la tendance actuelle et inscrire l'Afrique sur la voie de l'autosuffisance énergétique. Et les pays bons élèves, vous les voyez se multiplier? Oui, se multiplient parce que les petits pays comme Cap-Vert, le Gabon récemment, le Ghana, à côté, île Maurice et d'autres pays qu'on ne voyait pas venir mais qui ont pu réaliser de grands exploits. On suppose que de géants comme le Nigeria, comme l'Angola, comme la République démocratique du Congo pourraient emboîter le pas et créer la différence. Parce que lorsque ces pays s'engagent, vu l'importance de leur population, vu l'importance de leur territoire, lorsque ces pays réussiront à avoir aussi l'autosuffisance énergétique, surtout la RDC et le Nigeria, la tendance serait rapidement renversée. Et ce serait à quel prix? Ça serait à prix d'investissement massif. Il faudrait donc revoir le train de vie de l'État, revoir les priorités en termes d'investissement et accorder entre 5 à 10% du PIB de ces pays pour les investissements dans le secteur énergétique afin d'y arriver. Merci d'être passé sur ce plateau. Monsieur Paul Amegakpo, vous êtes directeur de l'Institut Tambert-Mort pour la gouvernance. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.